Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde, cette conférence. Je vais être très très bref sur l'introduction. Aujourd'hui, on va aborder un peu des sujets larges, mais on va essayer de se concentrer sur une chose, c'est des réponses d'acteurs du territoire et l'accompagnement de parties prenantes, de référence, des donneurs d'ordre institutionnels sur la considération du vieillissement, et l'appui qu'ils peuvent donner à ces fameuses réponses du terrain. Donc je laisserai les intervenants se présenter. Je vous propose qu'on commence directement. On va commencer avec vous, Yessil. Vous êtes la directrice générale de France Active Île-de-France, et depuis un certain temps, vous avez témoigné d'un intérêt particulier pour pour des grandes transformations, c'est votre ADN, mais surtout pour la transition démographique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le cheminement qui vous a mené vers ça et l'action que vous portez pour la considération du vieillissement? Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Si vous voulez, il y a des places ici devant parce que je vois des gens qui cherchent des places, n'hésitez pas. Donc moi je suis la directrice générale de France Active Île-de-France. France Active, c'est un mouvement qui existe depuis un peu plus de 35 ans et qui accompagne depuis sa création l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Donc le mariage avec les sujets de transition démographique, c'est un peu naturel pour un réseau comme le nôtre. On porte le financement et l'accompagnement de l'ESS depuis de nombreuses années sur tout le territoire français. Moi, en l'occurrence, je m'occupe de la région Île-de-France. Et depuis 2019, on travaille en partenariat avec l'assurance retraite. Pourquoi? Parce que nos chemins se sont croisés de manière assez naturelle. Quand on parle de bien vieillir, quand on parle de transition démographique, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont très bien placés. Ce sont des acteurs qui, historiquement, ont apporté des réponses dans le secteur du médico-social. C'est un peu le plus connu, mais pas que. Et aujourd'hui, sont les mieux placés pour apporter des innovations. Les besoins sont croissants. La population est vieillissante. Les opportunités sont nombreuses parce que quand on dit transition démographique, quand on dit bien vieillir, on parle de plein de secteurs qui vont de la mobilité jusqu'à le loisir, l'alimentation. Donc on a vraiment une palette aussi de propositions et de projets entrepreneuriaux qui peuvent être construits. Et donc nous, on est là, bien évidemment, en partenariat avec tous les acteurs que vous allez écouter aujourd'hui pour porter, accompagner ces projets, ces innovations. Merci beaucoup, Yessil. Je me tourne vers vous, Estelle. Vous représentez la direction de l'action sociale de l'assurance retraite Île-de-France, donc une administration centrale. Évidemment, la terme de considération du vieillissement est dans le mot, mais voilà, vous pouvez nous présenter le champ d'action de votre direction, aussi les lignes directrices qui vous guident, et du coup, pourquoi vous vous intéressez aussi au développement des initiatives sur le sujet? Eh bien, on y va. Merci Titouan, et bonjour à tous. Donc, effectivement, à l'assurance retraite, notre ADN, c'est d'œuvrer pour le bien vieillir et d'agir efficacement contre l'isolement des personnes âgées. Donc nous avons une offre de services diversifiée, et en tout cas nous le faisons, notre raison d'être, en finançant, en coordonnant, en portant certains dispositifs. Donc notre offre de services, elle se structure sur deux pôles principaux. D'abord, on déploie une offre de prestations et d'actions directement au public âgé autonome. Et puis également, nous déployons des actions d'accompagnement et des financements auprès de structures publiques ou privées pour les aider à mettre en œuvre leurs projets bénéfices à un vieillissement en bonne santé physique, psychologique et relationnelle. Sur le champ de l'innovation plus particulièrement, nous avons à la fois des appels à projets dédiés à l'émergence pour des structures publiques et privées là aussi, et aussi pour des bailleurs sociaux. Et puis nous sommes aussi opérateurs d'un appel à projet d'aide en investissement qui est financé par la CNSA et qui vise l'ouverture de tiers-lieux dans des résidences autonomie. Donc ça, c'est vraiment du côté appel à projet. Et puis sinon, l'innovation, plus globalement, elle vient en transversalité dans nos actions, puisque ce que nous faisons beaucoup, c'est financer des réseaux d'acteurs de terrain, des centres sociaux,
des résidences sociales, des bailleurs sociaux, je le disais tout à l'heure, en finançant leurs projets seniors. Mais nous finançons leurs projets seniors en leur demandant d'avoir une vision évolutive de ces projets-là, dans une vision aussi d'amélioration continue pour prendre en compte les besoins émergents de la population senior au fur et à mesure où les générations se renouvellent. Par exemple, le moment du passage à la retraite est un moment crucial. Aujourd'hui, nous demandons à nos acteurs de terrain d'intégrer cette dimension-là dans leurs projets. Et puis aussi, par exemple, pour intégrer des outils de prévention, des nouveaux outils de prévention de la perte d'autonomie. Donc, cette vision d'amélioration continue et d'innovation, c'est à la fois une demande que l'on fait, mais c'est également un accompagnement que nous souhaitons apporter à nos partenaires de terrain en leur fournissant de l'information, mais également en créant des occasions de rencontres entre les acteurs de terrain et des porteurs de solutions innovantes, parce que bien souvent, les activités des uns et des autres se répondent et s'enrichissent. Et donc vous voyez ce principe d'enrichissement mutuel et d'expérimentation conjointe, eh bien c'est vraiment un de nos principes directeurs qui structure notre ADN. Le lien avec France Active est donc évident maintenant. Évidemment, et voilà, évident. Et comme le disait Yessil, en fait, ça s'est fait effectivement naturellement, et on en parlera tout à l'heure, je crois, lors des échanges. En identifiant des structures de terrain, on est tombé finalement très naturellement sur le chemin de structures qui avaient déjà bénéficié d'un financement par France Active. On y reviendra tout à l'heure. Justement, on continue notre panorama de nos parties prenantes qui sont sur la considération terrain, encore une fois, du vieillissement. Et je me tourne vers vous, Claire. Alors peut-être qu'on connaît peut-être un peu moins l'Uriops, et encore que peut-être l'assurance retraite. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'action de l'Uriops et surtout de l'antenne, la structure régionale que vous représentez, parce que l'Uriops, l'Uniops, c'est national, et du coup vos liens avec les acteurs sociaux, médico-sociaux et de terrain en général. Merci Titouan. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je suis Claire Pardoun, directrice de l'Uriops Île-de-France. Vous l'avez dit très justement, donc l'Uriops Île-de-France est ce qu'on appelle une tête de réseau, et une tête de réseau qui fait partie d'un réseau à dimension nationale. Donc la tête de réseau mère, c'est l'Uniops, et il y a une association dans chaque région qui représente le secteur des solidarités et de la santé versant privé non lucratif. Nous sommes la tête de réseau francilienne qui représente ces acteurs-là. Une tête de réseau, elle a 4 missions. En tout cas, notre tête de réseau a 4 grandes missions. Une mission de plaidoyer, donc de représentation des intérêts et des personnes en situation de vulnérabilité et des organisations qui les accompagnent. Donc c'est la première grande mission de l'Uriops Île-de-France et de notre réseau. La deuxième grande mission, on est pourvoyeur d'expertise, d'accompagnement, de soutien aux professionnels des organisations qui adhèrent à l'Uriops Île-de-France, par l'intermédiaire notamment de formation. On a un organisme de formation, mais aussi par l'intermédiaire de webinaires qu'on organise tout au long de l'année. On en parlait juste avant. On organise aussi des réunions, des groupes de travail, des espaces de rencontre entre adhérents pour favoriser le partage d'expériences. Ça m'amène à la troisième grande mission, qui est plutôt une mission d'animation de réseau. Donc permettre aux acteurs d'être en relation les uns avec les autres, donc aux acteurs privés non lucratifs du secteur spécialisé, mais aussi plus largement avec les acteurs du droit commun, avec les acteurs privés du secteur, ce qui nous a amené d'ailleurs à développer des partenariats, par exemple, avec la Caisse d'épargne Île-de-France, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure, et je remercie Eric qui nous a mis en lien avec France Active ensuite. Quatrième et dernière mission, et peut-être que je m'arrêterai là pour l'instant, c'est une mission d'accompagnement de tout le mouvement d'innovation, d'expertise, d'innovation, d'expérimentation. Et donc c'est un des sujets sur lesquels on se retrouve aussi avec l'ensemble des acteurs. Et la volonté de faire évoluer les pratiques dans chacune des parties prenantes, et justement l'évolution des pratiques. Quand on parle d'une banque comme la Caisse d'épargne, on peut se dire mais est-ce que la considération du vieillissement, elle se réduit à vendre des produits d'épargne? Non, en fait, à la Caisse d'épargne, vous allez beaucoup plus loin que ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Eric? Alors, la Caisse d'épargne, c'est une grande banque que vous connaissez tous, généralement. Ce qu'on a beaucoup oublié, c'est que notre vrai nom, c'est Caisse d'épargne et prévoyance. Et cette notion de prévoyance, c'est anticiper les besoins futurs et mettre les solutions. Je voudrais donner des exemples de ce qu'on a fait historiquement, juste pour vous dire que le bien vieillir, c'est pas arrivé il y a 2 ans, on s'est posé la question de s'intéresser.
Je vais juste remonter en 1905, lorsqu'on a financé les premiers bains-douches. Alors ça peut paraître particulier de parler de bains-douches. Moi, c'est dire on a favorisé une meilleure hygiène et donc forcément, moi je considère qu'on a amélioré l'espérance de vie de nos clients. Deuxième élément sur lequel on est attaché, et ça c'est un élément important, c'est on a créé une fondation dédiée aux personnes âgées. La première fondation non lucrative à destination des personnes âgées. Aujourd'hui, elle est totalement autonome des caisses d'épargne, mais on l'a constituée, on lui a donné les moyens de se grandir, et aujourd'hui, c'est le plus grand établissement associatif d'EHPAD en France, qui compte environ 100 établissements. Donc c'est juste pour vous dire que nous, caisses d'épargne, c'est ancré depuis très longtemps de l'accompagnement du vieillir. Je vais rebondir sur cette notion d'épargne. L'épargne, on crée tous cette épargne de prévoyance. Et pour vous dire, mais c'est pour moi à titre personnel. Ayez en tête quand même que notre métier de banquier, c'est de transformer votre épargne en financement. Et ayez en tête que lorsque vous placez votre argent à la caisse d'épargne, cette épargne va me permettre de financer des acteurs de mon territoire et notamment des acteurs du champ médico-social. On est l'un des leaders du financement des acteurs du médico-social. Donc votre épargne à tous va me permettre de financer les hôpitaux, les EHPAD, les acteurs du handicap. Et ça, en tant que banque régionale, c'est ancré dans nos valeurs également, ce qu'il n'y a pas forcément dans les banques nationales où lorsque vous leur mettez l'argent, ils vont le mettre ailleurs. Et ça, pour nous, c'est un vrai sujet important de transition pour nous. Et dernier élément, c'est vrai que vous ne le savez pas forcément, le groupe Caisse d'Épargne est le 3e opérateur de bailleurs sociaux en France. Donc on est leader sur le sujet. Et il y a plusieurs années, on a développé un bailleur dédié au champ médico-social. Pourquoi ? Parce qu'on était certain qu'il fallait faire bénéficier à nos clients historiques qui accompagnent les personnes dépendantes, soit handicapées, soit âgées, à des conditions de financement qui soient les meilleures possibles. Et donc aujourd'hui, on a œuvré pour accompagner nos clients avec les meilleures solutions possibles pour que l'accompagnement du vieillir soit une priorité pour nos clients. Voilà, donc c'était un élément de contexte pour vous dire que pour nous, c'est ancien, ancré, et il y a une volonté d'accompagner le futur. Et en effet, la filiale Parc Social était l'une des premières à faire une politique un peu systémique sur le vieillissement et qu'on avait souligné il y a quelques années. Donc si je comprends, Eric, finalement, la considération du bénéficiaire, elle est systémique, autant par l'action directe auprès des particuliers que l'action auprès des structures, comme vous l'avez dit, en l'occurrence médico-sociales. C'est ça. Et pour nous, voilà, c'est notre cible et c'est vraiment une clientèle historique qu'on a la fierté d'accompagner et c'est pour nous une priorité. Voilà. Merci beaucoup. Alors on a compris un petit peu les rapprochements, les liens, les recouvrements entre toutes vos structures et il y en a un qui est particulier, c'est vous avez tous une ADN de très grande proximité par l'action que vous portez auprès des structures que vous soutenez et des parties prenantes que vous fédérez. Estelle, justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce que vous avez pu réaliser comme appui, comme soutien, mise en réseau auprès des structures que vous accompagnez ? Alors, l'ADN de proximité que tu évoques, Titouan, en fait, il pourrait ne pas être complètement évident d'entrée de jeu. Nous, historiquement, depuis une dizaine d'années, on a fait partie des acteurs qui ont participé au développement de la silver economy. Donc, de ce point de vue-là, on a œuvré, et on fera encore, au soutien de solutions numériques, de produits et de services également répondant aux besoins du vieillissement. Mais parallèlement, depuis plusieurs années, on a également rapproché nos dispositifs d'aide à l'innovation du champ de l'économie sociale et solidaire. Et ce qui nous a encouragés et ce qui nous a amenés à le faire, c'est une réflexion nécessaire et urgente sur le besoin d'adaptation des bassins de vie des personnes âgées, des personnes tout court, au vieillissement de la population. Et ça, du coup, ça nous a amené naturellement à nous pencher davantage sur des solutions qui étaient issues vraiment du terrain. Donc, ça peut porter ça peut concerner en fait des réflexions ou des solutions concernant l'adaptation de l'espace public, voire des logements, mais également de l'organisation des services et surtout de l'organisation des acteurs en hyper-proximité portant eux-mêmes des services. Donc c'est cette approche-là qui nous a amené à nous intéresser aux tiers-lieux, à des conciergeries sociales et solidaires,
voire même à des associations locales plus traditionnelles, mais partageant le même souhait de développer une offre de service proposant à la fois un accueil inconditionnel du type café associatif, une capacité à identifier les besoins de la personne, une action de médiation numérique vraiment du quotidien et la capacité aussi à se coordonner avec les acteurs de l'accompagnement médico-sociaux des personnes âgées. Donc plusieurs structures de ce type-là ont du coup bénéficié d'une aide en émergence de notre part, voire même d'une aide en investissement pour l'aménagement ou l'équipement de leurs locaux par exemple. Et puis c'est aussi dans cette logique-là qu'on soutient des bailleurs sociaux qui eux-mêmes, en fait, à travers des partenariats qu'ils construisent avec des acteurs locaux, encore une fois, publics ou privés, vont développer des solutions d'aller vers répondant aux besoins de leurs locataires âgés. Donc vous voyez, le but, à travers cette approche-là, c'est vraiment de rendre la ville, on pourrait dire résiliente de nos jours, mais en tout cas adaptée à la progression du vieillissement de la population, et surtout de rendre le bassin de vie rassurant pour les personnes âgées qui vont facilement pouvoir identifier des personnes ou des lieux ressources vers lesquels ils pourront naturellement se tourner lorsque un nouveau besoin apparaît. Je tiens à dire aussi que nous ne sommes pas la seule institution à avoir cette approche territoriale, puisqu'un certain nombre de conseils départementaux notamment ont eu le même type d'approche ces dernières années. On peut citer le conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui a structuré un réseau de tiers-lieux autonomie. Également la ville de Paris, la conférence des financeurs de Paris qui structure un maillage de lieux ressources luttant contre l'isolement. Et puis le fameux appel à manifestation d'intérêt porté par la CNSA cet été pour soutenir des actions concourant à un vieillissement en bonne santé dans les quartiers politiques de la ville. Donc vous voyez qu'il y a bien une convergence de la vision d'un certain nombre d'institutions qui visent à valoriser justement ces initiatives qui viennent vraiment du terrain. Merci beaucoup. Je retiens une chose pour me tourner maintenant vers Eric. Je retiens même 3 choses. Vous avez dit, Estelle, que c'est pas si évident de faire de la proximité, c'est pas si évident de faire de l'aller vers, et vous avez parlé de territoire. Justement, la caisse d'épargne, ça a pignon sur rue, c'est un réseau de dizaines, de centaines d'agences. Comment vous mettez aussi cela à profit sur du repérage, de l'expérimentation de nouvelles solutions, de justement ce fameux aller vers et cette proximité? Alors, c'est vrai que la proximité, j'en ai beaucoup parlé dans l'introduction, c'est un élément important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de banques et d'agences, on se dit il y a plein de banques en ligne, c'est génial. Mais quand on se projette un peu, c'est vrai que quand on a plus de 400 agences sur notre territoire francilien, il y a quand même un élément important pour les personnes qui ont pas une facilité avec les outils Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes âgées ont un peu plus de difficultés, elles ont besoin d'accompagnement et de contact. Donc pour moi, ça c'est la face émergée de la caisse d'épargne, sur la partie réseau et proximité qui remonte. Après, ce que vous ne voyez pas forcément, et ce que je vous disais en introduction également, c'est que j'ai une trentaine de personnes qui chapeautent tout le territoire et qui accompagnent tous les projets à impact liés aux personnes dépendantes, qu'elles soient handicapées ou personnes âgées. Et donc là, on a une manne d'informations et nos partenariats en interne et dans notre territoire nous permettent également de capter cette information-là. Alors vous me direz, avoir des équipes spécialisées, c'est bien, mais quel intérêt? Eh bien aujourd'hui, dans le contexte que l'on vit, c'est vrai qu'on a connu le Covid, le scandale Orpea, qui n'est pas neutre, et la crise inflationniste. Il est important de bien maîtriser les sujets parce que pour accompagner ces acteurs-là, le besoin, il est toujours là, il n'est pas suffisant, et on a un contexte économique qui est compliqué pour beaucoup d'opérateurs, et malgré tout, nous, on a l'obligation de continuer à les accompagner. Donc c'est vrai, notre proximité, notre connaissance du secteur, malgré les temps difficiles, parce qu'il faut l'avoir en tête, l'exemple de l'affaire Orpea, on pense que c'est le privé, mais ça a eu un impact sur l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Je vous rappelle quand même que l'offre d'EHPAD en France, c'est 75% public et associatif. Ils ont tous souffert. Et ils continuent de souffrir. Est-ce qu'on arrête tout, nous, aujourd'hui? On ne peut pas. On s'est engagé. Donc on a cette obligation, et de notre expertise, notre connaissance, on accompagne ces transitions et ces changements parce qu'on sait déjà. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de prévoyance. Qu'à partir de 2028, on va avoir une très forte progression des personnes âgées de plus de 85 ans. Les besoins d'accompagnement de dépendance sont très forts. Et donc, nous, on se met déjà en position pour préparer 2028. Donc, on se projette
avec nos clients, et ça c'est important, avec eux, et on reparlera en troisième partie de comment nous on voit les choses. Voilà Tito. Merci beaucoup. Non, mais justement, transition parfaite trouvée avec Claire. Justement, vous l'avez dit, Eric, c'est d'avoir pas le coup d'avance, mais en tout cas avoir une vision assez prospective du GIEC, tout en considérant des éléments, on va dire, contextuels qui font la vie de tous les jours. Vous avez parlé du scandale Orpea et de la crise inflationniste. Justement, Claire, comment vous appréhendez ces évolutions alors liées à des événements indésirables ou plus globalement sur la considération du vieillissement et l'évolution des parcours de vie? Vous nous avez dit que vous aviez cette partie aussi information auprès de votre réseau, apport de connaissances. Comment vous pouvez nous décrire ces enjeux de diagnostic et finalement de repérage des fragilités aujourd'hui et demain? Vaste question en quelques minutes, ça va être dur d'y répondre entièrement. Peut-être quelques éléments de réponse déjà sur les enjeux du diagnostic. Aujourd'hui, de fait, il y a un enjeu de mieux connaître et mieux faire reconnaître les enjeux globalement du secteur des solidarités et de la santé, et dont les enjeux du grand âge sur ce grand secteur des solidarités et de la santé. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Déjà d'une, parce que nous avons besoin de tout le monde pour ce sujet-là, parce que d'une, c'est un sujet à la croisée des chemins du droit commun. De deux, c'est un sujet à la croisée des chemins des politiques publiques. Et enfin, c'est un sujet à la croisée des chemins des acteurs du secteur spécialisé dont nous sommes. Pourquoi ? Le droit commun, parce que nous sommes tous des vieux en devenir. On va tous à un moment donné vieillir, et tous dans nos entourages, on est concernés par le sujet du vieillissement. Donc c'est un sujet dont il faut que nous nous saisissions. Deuxièmement, les politiques publiques nationales de santé et de solidarité sont également déclinées à l'échelon territorial, et notamment à l'échelon régional, à l'échelon départemental, voire infradépartemental. 3 exemples. Le PRS, projet régional de santé, qui est piloté par l'Agence régionale de santé, les schémas départementaux de l'autonomie, qui sont pilotés par les conseils départementaux, les comités locaux de santé mentale, qui sont pilotés à l'échelle infradépartementale. Donc on a tous intérêt à suivre et à se tenir informés des évolutions qui sont induites par ces schémas. Troisième levier, les associations. Donc nous sommes des acteurs du secteur spécialisé que j'évoquais tout à l'heure, et les associations se sont créées en tant qu'observatoires et pourvoyeurs de solutions, observatoires des besoins et pourvoyeurs de solutions. Aujourd'hui, la tendance a évolué. On est davantage positionné en réponse à une commande publique, et c'est un véritable enjeu, parce que qui des acteurs de terrain ou des acteurs des politiques publiques connaît mieux le sujet? Les deux, j'ai envie de répondre, et d'où l'intérêt de travailler ensemble. Donc il y a un enjeu à avoir et à poser un meilleur diagnostic. Quel rôle les têtes de réseau dont nous sommes à l'URIOPS Île-de-France peut jouer dans ce secteur-là? En qualité de tête de réseau, on représente nos adhérents. Aujourd'hui, l'URIOPS Île-de-France, on a 360 organismes gestionnaires adhérents, c'est-à-dire 1700 établissements et services. Et sur ces 1700 établissements et services en Île-de-France, on a à peu près la moitié qui relève du champ de l'autonomie, dont le grand âge spécialisé, mais aussi dont le domicile, dont le handicap. Nous avons également, en qualité de tête de réseau, des représentations dans les différentes instances que j'ai citées tout à l'heure, donc la CRSA, Commission régionale de la santé et de l'autonomie, sur les sujets d'hébergement-logement, sur les sujets de lutte contre les exclusions, sur les sujets de protection de l'enfance. Chaque secteur a ses instances, et une tête de réseau comme la nôtre siège dans ces instances, et on a une 60aine de mandataires qui représentent justement les acteurs de terrain dans ces différentes instances et politiques publiques. Et nous sommes également, bien sûr, producteurs d'un certain nombre de données, fort de cette connaissance terrain, fort de ces participations aux différents espaces de construction des politiques publiques. Et par exemple, nous produisons des baromètres sectoriels. On en a un en construction sur le sujet du grand âge, et j'en ai sorti quelques données qui permettent de positionner les enjeux du secteur. D'abord, c'est intéressant de savoir que l'Île-de-France, même si le sujet du vieillissement est un sujet qui prend de l'ampleur, reste une région plus jeune que la moyenne au niveau national. Donc on a une région dont la part des personnes de plus de 75 ans représente 7,1% de la population, quand la moyenne nationale est de 9,8%. Donc vous voyez, on a presque 3 points en dessous de la moyenne nationale, ce qui, sur une part de population comme ça, est relativement important. Ensuite, en Île-de-France, la tendance est plus marquée dans certains départements. Le département le plus jeune, du point de vue de sa population, c'est la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, on compte seulement 5,2% de personnes de plus de 75 ans,
quand je disais que la moyenne nationale était de 9,8%, là on a plus de 4 points d'écart par rapport à la moyenne nationale, presque 5. Et ensuite, on a la Seine-et-Marne et le Val d'Oise qui sont globalement à 6,1 et 6,6% de personnes de plus de 75 ans. Autre élément important en termes de tendance, le taux d'équipement francilien, c'est-à-dire le nombre de places ouvertes à destination de population, en l'occurrence là on parle du grand âge, est également moins élevé en Île-de-France que dans la France entière. 71,3 places en Île-de-France pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans et contre 90 places pour 1000 en France entière. Autre tendance importante, et on aura l'occasion d'y revenir, concernant l'évolution des besoins de la population, il est important et intéressant de noter que 19% des personnes dépendantes, on trouve 19% de personnes dépendantes parmi la file active des structures dites du secteur AHI, donc accueil, hébergement, insertion, secteur qui prend historiquement en charge des personnes en situation de précarité ou en situation d'exclusion. Donc on voit aussi qu'il y a des problématiques de double vulnérabilité qui montent en puissance, c'est-à-dire des personnes qui étaient en situation de précarité peuvent être toujours en situation de précarité et vieillissent et vont devenir dépendantes ou sont devenues dépendantes et ont vocation à être prises en charge dans les structures du grand âge, ce qui ne veut pas dire que la problématique de la précarité a disparu. Et donc il y a de la nécessité pour les organisations de nos secteurs aussi de davantage s'informer, se former et échanger des pratiques sur ces enjeux de la double vulnérabilité. J'ai parlé de précarité, mais le sujet est identique sur le secteur du handicap. Donc le vieillissement des personnes en situation de handicap et la question de l'autonomie des personnes en situation de handicap va devenir un enjeu également. J'ai envie de vous poser une question j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais j'ai envie de poser celle-ci quand même. Justement, il y avait il y avait une politique qui avait aussi un petit peu arrêté la construction et l'ouverture de places en résidence autonomie. Depuis quelques temps, on voit que ça essaye en tout cas, les appels à projets des départements et notamment de l'assurance retraite sont relancés. Est-ce que malgré ce caractère incitatif à l'ouverture de résidences autonomie, il y a des nouvelles places qui se créent parce que vous avez dit qu'il y avait moins de places en Île-de-France? Désolé, c'était pas une question qu'on avait discutée ensemble, mais j'ai envie de la poser. Oui. Il y a toujours des nouvelles places qui se créent et globalement, les budgets sur le secteur du grand âge sont des budgets qui sont en augmentation. Et donc ces budgets en augmentation permettent de couvrir deux choses, effectivement la création de nouvelles places ou la création de nouveaux dispositifs, et ça aussi c'est une tendance forte. Je pourrais développer peut-être aussi un peu plus tard sur les enjeux de transformation des organisations, puisque les besoins évoluent, mais la demande sociale évolue aussi. Il y a une demande sociale, on l'a déjà dit, de plus de domiciles, il y a une demande sociale de plus d'inclusion, il y a une demande sociale de plus de pouvoir d'agir au niveau des personnes concernées, et donc il y a une transformation des réponses aux besoins, et donc il y a une partie des budgets du grand âge qui sont dédiés à la création de nouvelles solutions en place ou en solutions de type dispositif plus léger, on va dire, en termes de prise en charge complète, mais probablement plus inclusif aussi. Et puis il y a une partie des budgets qui permet aussi une partie de cette augmentation budgétaire qui permet de financer l'augmentation des fonctionnements. Par contre, quand on est une tête de réseau, je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi une mission à dimension politique de représentation des intérêts des acteurs du secteur et donc de développement des plaidoyers. Et donc on ne peut pas ne pas mettre en regard de ces aspects positifs d'augmentation budgétaire le fait que ces augmentations budgétaires restent sous-dotées par rapport à l'évolution des besoins, c'est-à-dire l'évolution des besoins en nombre de places, mais aussi en budget de fonctionnement. Toutes les structures ont fait face ces dernières années à l'augmentation de leurs charges, par exemple en raison de l'inflation, mais en raison d'un certain nombre de mesures aussi d'augmentation et de revalorisation salariale qui étaient nécessaires, demandées, attendues, mais qui ont été insuffisamment compensées par l'État. On reviendra sur ces principaux défis. Merci beaucoup, Claire. On fait un petit pas de côté avec vous, Yessil. Alors, vous avez présenté du coup France Active, la finance solidaire. Donc j'imagine que sur chaque euro investi, vous voulez un maximum d'impact sur les bénéficiaires et sur la qualité de la prise en charge. Vous pouvez nous livrer quelques critères d'appréciation, d'audit quand vous recevez une demande d'appui d'un projet? Oui, tout à fait. Déjà, juste pour faire le lien, parce que merci Claire de cette illustration, ça montre bien les besoins qui existent en Île-de-France. Et qu'est-ce que nous, on essaie de faire, c'est d'accompagner les solutions qui répondent à ces besoins. Comment on le fait? En fait, notre offre est structurée sur 3 piliers: le conseil, le financement et la connexion. Donc la mise en relation, et là, on est en plein là-dedans.
Sur le volet financement, pour répondre à ta question, Titouan, effectivement, nous on gère de l'argent qui vient d'épargnants français. Comme vous, c'est à la fois de l'épargne solidaire, donc à la fois de l'épargne salariale, qui est de l'épargne de particuliers, comme moi ou vous. Et puis on gère de l'argent qui vient des banques classiques, y compris la caisse d'épargne, et puis de l'argent qui vient de la Banque européenne, donc des fonds plutôt européens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on investit en euros, il faut savoir qu'à chaque année, on mobilise à peu près 500 millions d'euros sur toute la France, sur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On s'engage aussi pour tous les gens qui nous ont confié leur épargne, qui nous ont confié leur argent. Et du coup, qu'est-ce qu'on va regarder? En premier lieu, l'utilité sociale. Donc nous, on va financer exclusivement des structures qui interviennent dans l'économie sociale et solidaire. Très souvent, les projets dans le bien vieillir rentrent un peu naturellement dans ce champ, parce que souvent, ce sont des projets qui tiennent en compte plusieurs dimensions, à la fois l'utilité sociale, mais pas que. Je parlais tout à l'heure de mobilité, c'est un bon exemple de projets qui peuvent avoir une double dimension, sociale et environnementale, mais il peut y avoir plein d'autres choses, donc on va regarder ça. Et puis on va regarder la viabilité économique de votre projet et essayer de vous accompagner à mieux structurer votre modèle économique, parce qu'à la base, France Active, c'est un financeur depuis sa création. Et notre rôle, c'est aussi d'accompagner les projets tout au long de leur vie. À côté, bien évidemment, main dans la main, avec tous les autres acteurs, il faut penser à l'écosystème comme une palette d'outils à votre disposition. Et il faut savoir saisir les bons outils au bon moment. Et nous, on est là justement pour vous accompagner et en fait, permettre aussi à votre projet de réussir et d'être pérenne, parce que ça, in fine, c'est l'objectif de tout projet. Merci beaucoup, Yessil. On va essayer de se projeter un petit peu maintenant dans ce qui nous attend. Et Estelle, je me tourne vers vous en premier lieu. Évidemment, l'assurance retraite et l'assurance retraite Île-de-France auront toujours vocation à se concentrer sur la prévention. Malgré ça, vous faites quand même évoluer vos politiques sociales. Si on rentre dans des termes techniques, entre autres la COGE, Convention d'objectifs et de gestion. Et ces évolutions, elles sont évidemment guidées par des évaluations de vos propres impacts et de l'impact que vous avez eu sur les projets que vous soutenez. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette feuille de route aussi d'évaluation et finalement votre démarche d'amélioration continue des soutiens que vous pouvez apporter, évidemment, au profit des bénéficiaires? En fait, ça va être vraiment en écho de ce que vient de dire aussi Yessil. C'est sûr que ces dernières années, on a cherché à clarifier des principes de pilotage stratégique. Ce qui nous a, d'une part, on l'a fait, et tu l'as dit Titouan, on l'a fait pour être aligné sur les priorités effectivement de notre convention d'objectifs et de gestion qui est signée avec l'État. Ces priorités, elles nous disent quoi? Elles nous disent travailler les solutions aller vers le public précaire, et puis également, elles visent aussi à massifier l'utilisation de certains outils de prévention, comme la démarche ICOP dont vous aurez peut-être pris connaissance sur les stands à droite et à gauche là sur le salon. Donc vous voyez qu'on en revient déjà, il y a des mots qui reviennent sur l'aller vers, et on voit combien est-ce qu'on est rattaché du coup forcément à des initiatives qui viennent du territoire. Et puis également, dans les principes qu'on a voulu renforcer, c'est de bien veiller à rester en cohérence transversale avec les actions, les démarches portées par d'autres institutions. Et le tout dans un objectif d'efficacité. Parce que si on saupoudre chacun de son côté, en fait, on ne va pas réussir à répondre aux enjeux du vieillissement massif de la population. Donc il faut y aller ensemble. Donc ça veut dire quoi pour les porteurs de projets? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter, si vous répondez à des dispositifs d'appui d'autres institutions, de venir aussi nous voir. Et Yessil l'a rappelé, nous c'est un peu l'histoire qu'on a partagée sur ces dernières années, parce que réciproquement on l'a fait aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on a été interpellé par des porteurs de solutions, tout de suite on s'est dit là il y a quelque chose, il y a une idée, on pressent qu'elle est porteuse, qu'elle est intéressante, on n'a pas hésité nous à aller chercher aussi, à la faire connaître à d'autres acteurs institutionnels pour donner finalement plus de chances de réussite à ce type de solution. Donc vraiment, c'est une approche du coup qu'on vous demande
du coup d'avoir. Le fait de pouvoir agir comme ça en complémentarité, en consortium à plusieurs institutions, ça permet aussi d'entrée de jeu de venir prévoir les phases justement de mesures d'impact, notamment en les préfinançant. Et ça, c'est complètement l'approche qu'on a eue dans le soutien qu'on a apporté à la conciergerie 13 Avenir qui témoignera tout à l'heure, puisque le soutien qu'on leur a apporté, on l'a associé aussi à une mesure d'impact qu'on a cofinancée avec d'autres institutions, avec la G2R La Mondiale, avec la conférence des financeurs de Paris. Et vous voyez vraiment ce qui prévaut, c'est de se dire, l'adaptation de la société au vieillissement, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait ça y est, on est dedans en fait. Donc, en tout cas, vous parliez Eric tout à l'heure de la massification du nombre de personnes qui vont rentrer dans le grand âge et la dépendance. Que nous, Assurance Retraite, on est sur la trame d'âge juste avant, c'est-à-dire finalement les seniors qui sont encore autonomes. Donc en fait, c'est maintenant que se jouent les enjeux de transformation du territoire. Et donc c'est bien pour ça qu'on souhaite être autant que possible dans des approches collectives institutionnelles. Donc ces principes de mesures d'impact qu'on a donc appliqués au projet que l'on soutient, assez logiquement, on a souhaité aussi se les appliquer à nous-mêmes. Et donc c'est pour cela qu'on a entamé une large campagne de mesures d'impact sur l'ensemble de nos dispositifs. Et donc le but étant bien sûr d'identifier les points forts de nos dispositifs et puis de les faire évoluer en capitalisant sur ces points forts. Et je terminerai là-dessus, excuse-moi, j'ai peut-être été un petit peu longue. Cette année est une année un peu particulière pour nous puisque justement il y a plusieurs de nos dispositifs qui sont concernés par des mesures d'impact et c'est le cas notamment de notre appel à projet d'aide à l'émergence, Innover pour la longévité, qui n'est pas publié cette année, mais qui sera republié du coup l'année prochaine, puisqu'il fait l'objet actuellement d'une mesure d'impact. Donc voilà un peu, c'est une de nos lignes directrices. C'est ambitieux. Claire, vous avez parlé de votre action de plaidoyer. Alors on va essayer de s'affranchir de l'actualité immédiate et du PLFSS 2025. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de l'arsène. Si c'est trop gênant, faites-nous signe. C'est bon, ça a l'air d'aller. Claire, du coup, au-delà du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est plutôt pas positif pour les fédérations, perçu positivement en tout cas par les fédérations comme la vôtre, quelles seront au-delà de ça cette tendance un peu négative à l'action gouvernementale, les défis de demain sur le vieillissement et donc plus largement sur la transition démographique? Bon, là, il y a la contraction des ressources, mais j'imagine qu'il y a bien d'autres défis. Oui, tout à fait. J'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'éléments de diagnostic, donc c'était la photographie à un instant T. Maintenant, effectivement, si on s'interroge en termes de tendance, et là encore, en quelques minutes, ça va être forcément très schématique et trop vraisemblablement synthétique, mais je les résumerai ainsi. Il y a une tendance dont on a déjà quasiment tous parlé, c'est l'enjeu de la hausse des besoins. Donc ça, c'est une réalité, c'est la première tendance, la massification des besoins. L'INSEE estime qu'on pourrait voir augmenter le nombre de personnes âgées en situation de perte d'autonomie de près d'un demi-million entre 2020 et 2040. Donc c'est énorme. Et 2040, c'est demain, on est déjà en 2025. Deuxième enjeu et deuxième grande tendance, je l'ai déjà évoqué, donc je vais y passer rapidement, c'est le sujet de la complexification des besoins. Par exemple, on observe un allongement de la durée de vie des personnes en situation de handicap. J'ai évoqué tout à l'heure l'enjeu des doubles vulnérabilités, donc la question du vieillissement de ces personnes, de l'accompagnement à la fois sur le volet éducatif, mais plus globalement sur le volet médical également, va devenir un sujet. Alors que dans le même temps, on risque d'observer, étant donné l'évolution de cette population, une situation de tension de plus en plus accrue sur les dispositifs, les établissements, les services qui actuellement les prennent en charge sans nécessairement être en capacité d'accompagner cette problématique du vieillissement. Plus globalement, sur la complexification des besoins, on assiste aussi au nécessaire décloisonnement de nos activités, puisqu'on a justement ces problématiques cumulées. Donc il va falloir qu'on travaille davantage ensemble, en intersectoriel, en faisant du lien entre les différents acteurs des territoires, qu'ils soient des acteurs dits du secteur spécialisé ou des acteurs dits du droit commun,
ou des acteurs privés. Donc il y aura un véritable besoin de développement des articulations et plus globalement de décloisonnement des politiques publiques qui les concernent, qui nous concernent, et de décloisonnement des financements. Mais on a dit qu'on laissait tomber le sujet du financement, donc je n'y reviens pas tout de suite. J'ai déjà évoqué en termes de tendance l'évolution de la demande. C'est aussi un prérequis dont il faut que tous les acteurs tiennent compte, vers plus de domiciles, vers plus d'inclusion, vers plus de pouvoir d'agir des personnes concernées. Je m'arrête là. Autre tendance en réponse à cette demande, à cette évolution des besoins, c'est l'enjeu de la transformation de l'offre. Et par transformation de l'offre, on entend la transformation des organisations. J'ai parlé déjà tout à l'heure, par exemple, du développement des dispositifs en réponse à votre question, Titouan. Mais aussi, pourquoi pas, on pourrait évoquer dans ce sujet-là le développement des équipes mobiles. On pourrait évoquer également la montée en charge des enjeux du numérique en santé en particulier. On pourrait évoquer aussi les enjeux du développement durable ou de la réduction de l'empreinte écologique et de l'amélioration de la performance énergétique des organisations. Bref, tout un ensemble de défis auxquels les organisations du secteur vont devoir faire face. Toujours sur la transformation de l'offre, on observe aussi un enjeu de transformation des métiers du secteur dit spécialisé, par exemple les métiers du travail social, mais aussi plus globalement les métiers du soin, le développement de la fonction de coordinateur de parcours, coordinateur de soins, les enjeux également de formation et d'appréhension des évolutions qui sont liées aux transformations de l'organisation que j'évoquais tout à l'heure, par exemple l'appréhension des outils numériques, le dossier unique informatisé, la messagerie de santé sécurisée et j'en passe. Donc ce sont aussi des éléments d'évolution marquants sur les métiers des solidarités, les métiers de la santé. Et enfin, et c'est pas des moindres, les enjeux de transformation des financements, au-delà de la question du montant de l'enveloppe nécessaire. Il y a dans le secteur du grand âge en particulier, mais plus globalement dans le secteur de la santé et des solidarités, des enjeux de transformation des financements, notamment pour aller sur du décloisonnement, mais pas que. On peut citer les réformes de la tarification, on peut citer spécifiquement sur le grand âge l'expérimentation des fusions des sections soins et dépendance dans un certain nombre de départements à l'échelle nationale, ou le sujet de la déshabilitation à l'aide sociale. Mais là encore, ça va être difficile de creuser ces sujets-là. On retient quand même un enjeu, 650 000 places en EHPAD en France, et vous avez dit plus 500 000 personnes dépendantes d'ici la décennie. Donc on mesure un petit peu l'enjeu que ça va revenir de la considération de ces personnes qui arrivent dans des situations de fragilité, voire de dépendance. Eric, on va essayer de se projeter nous aussi un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place d'une structure comme la Caisse d'épargne alors, projetez-vous à l'horizon que vous voulez, mais en tout cas dans les évolutions de la considération du vieillissement. Ok, je vais essayer d'aller assez vite sur les réponses que nous on estime. Aujourd'hui, il y a le domicile, on en a parlé, c'est vraiment un choix que les gens souhaitent rester chez eux. Il va falloir que les personnes puissent adapter leur domicile à leur dépendance. Ça, c'est un vrai sujet, et avec les services qui vont bien autour. On a parlé beaucoup d'EHPAD également, c'est un sujet. Et nous, aujourd'hui, on se projette comment ? Qu'est-ce qui se passe entre le domicile et l'EHPAD ? On est convaincu qu'on ne pourra pas rester éternellement à domicile, on ne passera pas directement à l'EHPAD. Et aujourd'hui, notre perception des choses, et ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est accompagner les structures qui vont permettre de faire la jonction entre ces deux mondes-là. Et je vais parler de colocation senior, d'habitat inclusif, d'accueil familial. C'est des solutions qui sont très importantes et sur lesquelles les besoins vont être très forts, parce qu'en fait, je crois qu'on a identifié une chose, notamment avec l'affaire Orpea, c'est cette nécessité d'humanité. Et demain, je vous invite à aller en colocation senior ou en habitat inclusif. Il y a un élément qui est marquant, c'est cette cuisine centrale où généralement les résidents cuisinent ensemble et déjeunent ensemble. Et ça crée du lien et ça crée beaucoup d'humanité. Donc nous, c'est vrai qu'on est très soucieux de pouvoir accompagner ce type de structure-là, parce que je pense que ça correspond bien à l'évolution qui en est. Quand vous ferez une visite un jour, je vous le souhaite, j'ai eu le cas de le faire, je me suis dit pourquoi pas, c'est vraiment le type d'habitat qui pourrait m'intéresser plus tard, parce qu'il y a cette notion d'humanité qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres établissements. Voilà les solutions que nous on perçoit et qu'on souhaite accompagner dans le futur. Merci beaucoup. Yessil, pour clôturer cette table ronde avant de passer au témoignage, vous êtes un peu la fer de lance de l'action en faveur des initiatives pour le vieillissement à France Active. C'est quoi son rôle à France Active Île-de-France, mais aussi peut-être nationalement sur l'ensemble du réseau? Pour nous, les ambitions sur les prochaines années, c'est de continuer un peu dans notre mission, de donner les moyens aux entrepreneurs de réussir, mais aussi d'intégrer ces multi-enjeux
auxquels on est confronté et de pousser les projets à prendre en compte ces différents enjeux. On a parlé beaucoup de transition démographique, mais qui va main dans la main avec d'autres transitions qui impliquent notre société actuellement. Et du coup, comment on peut continuer à accompagner tout cela en donnant les moyens aux entrepreneurs. On a quand même une ambition de doubler notre activité de financement d'ici 2027. Donc ça veut dire déployer des moyens très importants sur l'économie sociale et solidaire. Et ça veut dire aussi travailler main dans la main avec nos partenaires, parce que cette logique de proximité, cette logique aussi de coopération et de synergie qu'on peut mettre en place, pour nous c'est central. On y travaille, moi j'y tiens beaucoup sur l'Île-de-France parce que ça fait des années qu'on travaille là-dessus et ça a permis, on l'a vu, le fruit de toutes ces collaborations. Je me tourne bien évidemment vers l'assurance retraite, mais aussi vers Eric, avec qui on travaille aussi depuis une vingtaine d'années, pas nous deux, mais nos structures en tout cas, et c'est bénéfique. Donc continuer dans ce sens-là et pousser et donner les moyens aux entrepreneurs de pouvoir porter leurs projets. Merci beaucoup Yézil pour cette conclusion. J'en dirai pas plus du coup. On va écouter les témoignages de deux structures qui ont de terrain, de proximité, qui ont entre autres aussi bénéficié de l'appui de vos institutions. Bon, il va falloir que je commence par quelqu'un. Enesia, j'ai 3 questions pour vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter la conciergerie 13 Avenir? Alors c'est affiché à l'écran derrière nous. On n'a pas le retour, donc je ne savais pas si c'était affiché. Vous pouvez nous présenter la conciergerie 13 Avenir, nous présenter aussi comment vous avez appréhendé ce public senior, parce que finalement, j'ai cru comprendre que c'était assez nouveau, ce nouveau public que vous adressiez, et comment vous avez réussi à vous articuler avec le reste de l'écosystème de proximité, et ne pas recouvrir des champs qui sont déjà recouverts par certaines autres acteurs de proximité. Voilà, 3 questions, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Enesia, je travaille dans l'association 13 Avenir, donc, qui porte une conciergerie senior. Donc, c'est une expérimentation qu'on porte au sein de notre structure. On fait partie d'une expérimentation plus large qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, donc une expérimentation nationale. Donc nous, on est une entreprise à but d'emploi, on habite dans la structure 70 salariés en CDI sur un volume horaire qu'ils choisissent, donc un CDI à temps choisi, c'est ça l'expérimentation. Et la particularité des équipes, c'est que tous les salariés sont habitants du territoire. Et donc en 2017, à la création de l'association, les premiers salariés de la structure vivent avec des personnes seniors. Ça peut être des personnes les premiers habitants qui ont pensé à ce projet. Il y en avait qui avaient 50 ans, 60, 20. Enfin voilà, donc il y avait tout cet environnement-là et ils disaient en fait, nous, ce qu'on voudrait développer sur notre territoire, c'est des services auprès de nos voisins seniors qui habitent dans nos tours. Et du coup, l'idée, c'était d'abord de faire un diagnostic terrain avec les acteurs du territoire. Donc il y a une cinquantaine d'enquêtes qui ont été menées auprès des voisins, parce que nous, on opère dans 2 quartiers politiques de la ville, 2 quartiers prioritaires qui sont les quartiers Oudinet-Chevaleret et Bédi-Boutroux dans le 13e arrondissement de Paris. Et à la suite de ces entretiens avec ces voisins de tout âge, mais à partir de 60 ans environ, il y a eu plusieurs besoins qui ont émergé et plusieurs services qui ont émergé. Et de là est née cette conciergerie senior. Donc on s'est fait accompagner par plusieurs structures, plusieurs financeurs. Et du coup, aujourd'hui, la conciergerie senior, c'est une équipe de 9 personnes qui opèrent des services à domicile dans le quartier auprès de leurs voisins qui sont abonnés à la conciergerie senior. L'objectif de la conciergerie senior, c'est de lutter contre l'isolement des seniors. Estelle le disait tout à l'heure, parce que la CNAB, la G2R, les bailleurs sociaux, différents acteurs du territoire sont nos financeurs et nos cofinanceurs sur le projet. Et ils nous ont accompagnés depuis 6 ans maintenant. Aujourd'hui, on a fait une évaluation d'impact qui nous a permis de dire que le cœur de la conciergerie senior, l'ADN, c'était la lutte contre l'isolement des seniors. Vous le disiez tout à l'heure, nous, notre savoir-faire, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui vivent dans le quartier et qui sont isolées. Donc nous, notre objectif, c'est de travailler sur de la prévention, de la sensibilisation, de pouvoir entrer en contact avec des personnes qui sont isolées de façon géographique, qui vivent dans des enclaves, des zones qui sont éloignées des services publics, qui ont des problèmes de langue, qui n'ont pas de famille, qui sont dans les logements qui sont plus adaptés,
même si on est avec des bailleurs sociaux qui ont des services qui peuvent accompagner leurs locataires. Et donc du coup, l'idée, c'est que nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est l'évaluation d'impact social qui a révélé ça, c'est savoir entrer en contact avec les habitants et savoir entrer en contact avec les partenaires du territoire et justement les autres structures qui opèrent déjà des services à domicile ou qui opèrent des services de droit commun. Et donc ce qui est intéressant pour nous, c'est que aujourd'hui, dans l'expérimentation, on crée que des services qui sont dits utiles. C'est ce qui garantit en fait l'ADN de nos projets. Donc l'utilité des services, c'est-à-dire qu'ils sont non concurrentiels et qui n'existent pas. C'est impossible pour nous de reproduire un service qui existe déjà. Donc aujourd'hui, concrètement, ça va être un concierge senior qui est salarié de la structure, qui est habitant, voisin. C'est la personne sur qui vous pouvez compter, que vous pouvez appeler, qui arrive en 30 minutes, qui se déplace à pied pour réparer l'interphone, remettre le téléphone sur le mode avion, le mode on, enfin voilà, qui va livrer les courses que vous avez commandées, qui va vous descendre vos poubelles, qui va prendre soin de savoir si vous avez bien eu des contacts avec votre famille, si votre téléphone portable, vous avez besoin d'un nouveau chargeur, enfin que sais-je, que des choses comme ça. Et il y a aussi plusieurs services qui sont plutôt de l'ordre de la prévention. Donc les équipes sont formées par les partenaires que nous, on a. Donc on a tout un écosystème aujourd'hui sur les briques qui sont donc de lien social, prévention et justement de coordination médico-sociale. Et en fait, dans le territoire dans lequel on opère, donc le sud-est du 13e, nos partenaires en fait s'engagent aussi à nous former, à nous informer et à nous soutenir financièrement. Et quand en fait je parle de formation, ça veut dire que l'idée c'est que ce soit de l'apprentissage entre nous. C'est-à-dire que nous, on va faire aussi remonter des besoins qu'on entend, des difficultés de mobilité dans le quartier, difficultés d'accès à une plateforme qui était avant physique et aujourd'hui la méconnaissance de l'outil dématérialisé, par exemple, de ne pas réussir à télécharger une application, gérer son agence locative de son bailleur social, etc. Donc on remonte ces informations et eux-mêmes, en fait, derrière, vont nous trouver l'interlocuteur privilégié, nous expliquer le process et nous, on va retravailler sur ce langage-là et essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de défiance vers les services publics qui peuvent être destinés aux habitants seniors en termes de prévention. Voilà. Et juste en quelques instants, vous avez, du coup, vous l'avez dit, vous avez eu un soutien de l'assurance retraite Île-de-France, des caisses de retraite complémentaires de l'Agirc-Arrco notamment, un soutien financier, mais est-ce que vous avez eu d'autres soutiens de leur part, un soutien technique en réseau Oui, alors aujourd'hui, heureusement qu'on est soutenu. Donc notre projet, c'est un projet qui est subventionné donc par l'expérimentation, qui est subventionné par la caisse de retraite, qui est subventionné par la conférence des financeurs, mais aussi qui nous inscrit dans différents réseaux de professionnels. Et donc avec ça, on a eu accès, par exemple, sur la question du sujet des tiers-lieux autonomie, notamment, on est rentré dans un des réseaux pour pouvoir parler des transferts, des expériences qu'on peut apporter dans le milieu du grand âge, portés par des structures associatives et qui sont à côté des structures médico-sociales, qui sont à côté des services à domicile et dont l'essence est de créer du lien. Du lien avec ces personnes-là, c'est ça notre ADN, c'est créer du lien avec des personnes âgées, recommuniquer avec elles sur les dispositifs qui existent, leur donner la bonne information au bon moment et de les encourager, de les accompagner jusqu'à la porte du service public ou de leur opérateur bancaire en question, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Enésia. Je vais me tourner maintenant vers Élodie, que vous représentez l'association Simon de Sirène. Pareil, 3 questions. Qu'est-ce que c'est l'association Simon de Sirène ? Comment vous accompagnez ces publics porteurs de handicap et comment avez-vous bénéficié de l'appui de l'écosystème et notamment, je crois savoir, de la Caisse d'épargne ? Bonjour à tous, Élodie Veillon, je suis secrétaire générale de la Fédération Simon de Sirène. Dans le début des années 1980, les SAMU s'implantent partout en France. Et grâce aux SAMU, des personnes accidentées de la route vont être sauvées. Avant, c'était des personnes qui décédaient. Maintenant, c'est des personnes qui sont sauvées. Alors, elles sont prises en charge par les SAMU. Elles vont vivre plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années de coma, des années dans des centres de rééducation. Et puis, le verdict tombe sur les séquelles liées à cet accident. Et bien souvent, malheureusement, ça peut être un lourd handicap. Et donc, pour ces personnes, la vie bascule
du jour au lendemain dans le champ du handicap. Et quand on devient en situation de handicap, les liens familiaux se compliquent, parfois se délitent. La vie professionnelle, c'est compliqué également. Et petit à petit, les amis s'éloignent. Et donc finalement, ce dont souffrent le plus les personnes en situation de handicap, c'est pas tant leur handicap, c'est la solitude. Et ça, c'est un cri qui a résonné dans la famille de beaucoup de compagnons de la première heure des associations Simon de Sirène. C'est cette solitude dont sont victimes, malgré elles, les personnes en situation de handicap. Et autour de Cécile, la sœur du cofondateur de Simon de Sirène, Laurent Chirizet, de nombreuses familles se sont associées, des amis, pour essayer de trouver du temps et de redonner un sens à la vie de ces personnes en situation de handicap en leur proposant des activités dans tout un tas de domaines, à commencer par passer du temps ensemble autour d'un repas pour recréer un lien, parce qu'on a tous besoin de liens. Donc il y a des groupes d'amitié qui se sont créés, et puis certains ont voulu aller plus loin. Et si on créait des maisons partagées dans lesquelles vont vivre 6 personnes en situation de handicap et 5 personnes valides qui vont les accompagner dans leur quotidien, aussi bien dans la vie relationnelle que concrètement se lever, se coucher, aller aux toilettes, manger, etc. Et donc est né le projet de maison partagée Simon de Sirène. Première expérimentation à Vanves, une maison, et puis 2, 3, 4, 5 maisons à Vanves. Depuis, on est présent dans 8 villes en France. On vient d'ouvrir à Toulouse. Et on a d'autres projets qui sont en cours de développement dans d'autres villes. Voilà, on est sur une belle ligne de développement. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de personnes en situation de handicap, de familles nous appellent en nous disant on a entendu parler de votre projet de solidarité. Et c'est vraiment de ça dont on a envie de pouvoir vivre et de pouvoir créer dans notre ville. Voilà, donc aujourd'hui, on a une fédération des associations locales. Alors on parle aujourd'hui du vieillissement, et c'est vrai que ces personnes qui ont eu un accident de la route à 20 ans dans les années 80, et ben aujourd'hui elles ont 60 ans voire plus. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, elles basculent en cumulant un handicap et le vieillissement. Et quand on est en situation de handicap, le corps vieillit beaucoup plus vite que nous qui ne sommes visiblement pas en situation de handicap. Et donc là, voilà, Simon de Sirène n'a pas été créé pour des personnes en situation de handicap vieillissantes, mais on aime à dire qu'une personne qui intègre nos projets, elle peut vieillir chez nous. Alors comment on accompagne ce vieillissement ? Et bien là, c'est au gré de ce qu'on arrive à développer avec les pouvoirs publics. À Vanves, on a été créé sous le statut de foyer de vie, et grâce à un appel à projet de l'ARS, on a pu transformer des places de foyer de vie en foyer d'accueil médicalisé. Ça veut dire médecins, infirmières et aides-soignantes qui viennent dans notre quotidien accompagner les personnes en situation de handicap qui ont besoin de cet accompagnement qui va au-delà d'un accompagnement de service à domicile classique. Dans une autre ville, à Rungis, toujours en partenariat avec l'ARS, on a adossé à notre SAD ce qu'on appelait jusqu'à présent un SIAD, service de soins infirmiers à domicile. Pareil, des infirmières, des aides-soignants qui viennent renforcer nos équipes. Et puis dans tous nos autres lieux en France, on crée des partenariats avec les acteurs du médico-social qui sont présents sur le terrain, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. On n'est pas un acteur en plus, on vient s'insérer dans un maillage territorial pour pouvoir accompagner dans la mesure du possible. Notre enjeu, c'est qu'on soit sécurisant et que la personne soit sécurisée dans l'accompagnement qu'on propose. Donc on ne prend pas de risques. Et à un moment donné, il est possible de constater, la personne en situation de handicap, ses aidants et nous, qu'il faut aller vers une autre structure parce que notre structure ne permettra pas de l'accompagner. Donc on ne promet pas un accompagnement jusqu'à la mort, même si des personnes peuvent aller jusqu'à la fin de vie chez nous. Mais voilà, on va mettre en place avec tous les acteurs du territoire les solutions dans la mesure du possible pour accompagner au plus loin. Alors évidemment, on a premier besoin dont nous avons quand une famille nous appelle pour développer un projet, c'est d'aller rencontrer le conseil départemental et l'ARS. S'ils ne sont pas réceptifs à notre projet, on n'arrivera pas à s'implanter dans la ville. On a besoin d'eux parce qu'on va être financé par la PCH des personnes en situation de handicap. On va être financé au travers de l'aide à la vie partagée dans le cadre de l'habitat inclusif, au travers des dotations soins de l'ARS. Donc c'est indispensable qu'ils nous donnent ce qu'on appelle chez nous le feu vert pour qu'on puisse lancer un projet. Et puis après, il y a tout le sujet de l'investissement immobilier. Donc là, on va travailler avec des bailleurs sociaux. Mais bien souvent, même dans le cadre du logement social, on ne finance pas à 100% comme ça. Donc on a besoin de mécènes. Alors c'est là qu'on est content d'avoir des mécènes comme la Caisse d'épargne, voilà, qui a pu nous permettre de boucler le financement de projets immobiliers.
Et puis, on a également besoin d'être soutenu dans notre plaidoyer par des têtes de réseau. Donc, on est adhérent à l'URIOPS, à l'UNIOP. Et voilà, on a vraiment besoin de s'associer avec les autres partenaires. L'habitat inclusif, on en parle beaucoup. Ça fait aujourd'hui 6 ans que ça existe. Mais en fait, on est encore qu'au tout début. Donc, les acteurs de l'habitat inclusif ont besoin de se regrouper pour avancer ensemble et tenter de lever tous les freins qui existent encore dans l'émergence de cette solution autre, nouvelle, dans le champ d'accompagnement des personnes âgées et handicapés ou âgés et handicapés en même temps. Merci beaucoup. J'ai craint qu'on n'ait pas le temps pour les questions. On n'a pas le temps. Ok. On peut prendre dans ce cas-là quelques questions s'il y en a de la part de la salle. Non ? Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié que c'était une glace. Je voudrais interpeller le monsieur de la Caisse d'épargne, oui. Concernant le projet dont vous avez parlé de l'accueil familial, de l'habitat inclusif, où est-ce qu'il y a une expérience ou où est-ce je peux aller visiter, voilà, en clair. Alors, il y a beaucoup de projets en région. Il y a beaucoup d'entreprises, alors je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a une bonne quinzaine que j'ai pu avoir en tête. Je vous donnerai quelques noms en aparté si vous le souhaitez bien, parce qu'effectivement c'est pour la plupart des opérateurs privés qui sont présents, mais effectivement je pourrais vous en donner. Ils sont multiples, avec des concepts parfois différents, avec de l'accueil, avec une présence 7 sur 7, 24 heures sur 24. Des fois c'est un accueil, en tout cas une présence autre, tierce, ponctuellement dans la journée, donc ça dépend ce que vous recherchez, avec soit un appartement isolé, une colocation, enfin voilà, c'est très large et il faut se renseigner, mais je vous donnerai quelques noms. Oui, c'est justement pour le renseignement, pour savoir à l'avenir tout le panel auquel on peut prétendre ou voir les expériences qui sont vécues. Et les expériences seront un peu diverses et vos besoins seront divers, et effectivement le concept de chacun, c'est-à-dire autant un EHPAD c'est très segmenté, on a bien le sujet, autant l'habitat inclusif ou la colocation senior, il y a beaucoup de concepts et beaucoup de diversité, donc ça correspond. Voilà, je vous donnerai quelques noms, bien évidemment. Merci, à bientôt ou à très vite. Peut-être pour compléter la réponse, je sais madame qu'il existe une plateforme API, H-A-P-I, et qui recense tout un tas de projets dans le cadre de l'habitat inclusif, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Vous aurez peut-être là des premières idées de réponse. A-t-on une ultime question ou non? Très bien. Merci infiniment à vous. Vous êtes 6. Je n'arrivais pas à compter dans la longueur. Pardon. Vous êtes très très loin de moi. Merci à tous et merci de votre écoute. Et bon salon.